Bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale du téléjournal Colombie-Britannique. Des élèves de l'école André Piola forment une chaîne humaine pour dénoncer l'intimidation. On essaie de faire disparaître l'intimidation dans notre école et encourager les élèves, leur donner des idées. La technologie numérique va-t-elle effacer à jamais les mots écrits à la main dans les écoles? On trace les lettres sur l'iPad. Et puis après, on utilise tout de suite les ordinateurs. Donc on est là, on pianote sur le clavier. Donc on n'a plus très souvent ce rapport au stylo, à la feuille. Les jeunes Français se les arrachent. Les permis vacances-travail ont la cote pour s'installer de façon permanente au Canada. Le Canada, c'est vraiment l'Eldorado des PVT. À Victoria, des sans-abri francophones se regroupent pour s'épauler. C'est de suite que je demeure. J'appelle ça ma maison d'1 million de dollars. La vue est splendide. Vous l'aurez compris, c'est une journée exceptionnelle à Radio-Canada. L'équipe habituelle du téléjournal a été bousculée par un vent de fraîcheur. La cuvée 2014 de Jeune Info est arrivée. Cette année, nous accueillons 9 jeunes d'école secondaire, des apprentis journalistes qui ont participé à toutes les étapes de la production d'un reportage et d'une émission d'information. Et nouveauté cette année, des participants Jeunes Info vont vous présenter les arts, le sport. Et puis, j'ai une co-animatrice qui va m'accompagner tout au long de cette soirée. Bonsoir, Mélie. Bonsoir, Julie. Mélie, tu peux nous présenter les participants Jeunes Info 2014? Ouais, alors à la gauche, il y a Léa, Joël, Kenza et Fiona. Et ensuite, derrière, on a Clément, Sinon, Bienvenue et Mathilde. D'entrée de jeu, je veux vous féliciter d'avoir participé à Jeune Info, vous remercier. C'est un beau défi que vous avez relevé. C'est la conclusion, c'est l'aboutissement ce soir. Fiona, j'aimerais ça savoir, vous avez travaillé combien de temps pour préparer les reportages qu'on va voir ce soir? Donc, ça nous a pris environ 1 mois pour tout organiser, de l'idée jusqu'aux entrevues et pour filmer et pour tout faire le montage. Donc, 1 mois pour tout. Et d'habitude, c'est une journée seulement, donc c'est un peu... 1 mois! Ouais. On a eu le temps. Alors, il faut faire comment pour arriver à une journée, selon toi? Je pense que ça doit être graduel. Donc, on a eu 1 mois, ensuite quelques semaines, ça serait bien, et jusqu'à une journée. Merci, Fiona. On a bien hâte de voir vos reportages. Mais d'abord, vous savez, aujourd'hui, c'est aussi la journée contre l'intimidation. Le chandail rose, bien sûr, est devenu le symbole de cette journée. L'intimidation, peut-être que vous le savez, de nos jours, ça prend plusieurs formes. C'est pas seulement à l'école, mais ça se retrouve également dans le cyberespace. Et puis à l'école André Piola de Nord Vancouver, près de 300 élèves ont souligné l'événement en formant une longue chaîne humaine. Et comme l'explique Noémie Moukanda, leur mot d'ordre pour mener cette lutte est celui de favoriser l'entraide. Est-ce que vous pensez qu'on va faire le plus grand bracelet de Vancouver Nord? Les 300 élèves de l'école élémentaire André Piola veulent réaliser le plus grand bracelet en élastique rose de Nord Vancouver, voire de toute la province. Pour marquer la journée contre l'intimidation qui en est à sa 7e édition, ils étaient tous vêtus d'un t-shirt rose. Et le choix des élastiques englobe plusieurs symboles. Chaque élastique entier, c'est une action gentille. Catherine Howe fait partie du club AID, anti-intimidation des élèves, qui regroupe des élèves de la 4e à la 6e année, tout comme Charlotte Power. On essaie de faire disparaître l'intimidation dans notre école et encourager les élèves, leur donner des idées. Parce que l'intimidation commence souvent à l'école, comme ça a été le cas pour Charles McNeil, dont l'histoire est à l'origine de cette mobilisation. L'idée du bracelet géant est venue d'une maman, Dominique Voisard. À chaque jour, quand je viens chercher ma toute petite dans la prématernelle, les enfants sont assis et ils sont tous ensemble à travailler à leur Rainbow Loom, la nouvelle mode de l'heure depuis quelques mois déjà. L'activité permet de développer la coopération et l'entraide. Alain Thibault est directeur de l'école André Piola. Il faut montrer que la meilleure façon de battre l'intimidation, c'est d'être positif et de mettre en valeur ce qu'on fait de bien et de montrer aux enfants qu'ensemble, ils peuvent faire de grandes choses. Une attitude qui mettrait du baume au cœur pour la maman d'Amanda Todd qui déplore les dérives de cette journée.
I think we need to watch what we do and how we say it. I know that sometimes the word bullying is being used a bit too much sometimes, and older kids especially roll their eyes at it. En tout cas, dans cette école, le message semble passer avec des valeurs de respect et d'entraide qui sont mises à l'honneur. Ici, Noémie Mukanda, Radio-Canada, Nord Vancouver. Changement d'univers complètement. Il y a une entreprise de culture de mollusques dans l'île de Vancouver qui est sur le point de fermer ses portes. Island Scallops, situé près de Qualicum Beach, a perdu près de 10 millions de pétoncles. Un taux d'acidité de l'eau trop élevé sera blâmé. Fanny Bédard. Eau, source de vie. Mais celle du Pacifique aurait plutôt été mortelle pour 10 millions de pétoncles de l'entreprise Island Scallops depuis 2009. L'acidification de l'océan est soupçonnée. Nobody expected to see this level of increase in CO2. Il explique que la quantité de CO2 contenue dans l'eau a augmenté, ce qui a changé son pH et son acidité. Les mollusques n'ont pas survécu à leur transfert de l'écloserie vers l'océan Pacifique. And this is much smaller than it should be. Le pH trop bas de l'eau empêche la formation de la coquille des pétoncles. Résultat, l'entreprise connaît d'importantes pertes et doit mettre à pied 20 de ses employés. Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années sur les risques de l'acidification des océans. I've been working on ocean acidification for about 8 years now, and I knew that this day would probably come, and so in that sense it wasn't. Il savait que ces effets seraient observables, mais pas aussitôt. La situation inquiète aussi à l'autre bout du pays. Les masses d'eau sont toutes interconnectées, donc un impact à un endroit va éventuellement amener des impacts ailleurs, dont ici sur la côte est. Toutefois, la côte nord-ouest est particulièrement touchée. The North Pacific, including British Columbia, is one area where the pH of the water is naturally a little bit lower, and so. Il explique qu'ici, l'océan est naturellement plus acide qu'ailleurs. Un petit changement peut donc avoir de grands impacts. L'entreprise Island Scallops effectue des recherches en partenariat avec Pêche et Océan Canada. L'objectif, déterminer si d'autres facteurs sont en cause dans la mort d'autant de pétoncles. Ici Fanny Bédard, Radio-Canada, Vancouver. Voici la météo pour les prochaines 24 heures. À Vancouver, quelques possibilités d'averses pendant la matinée, mais vers l'après-midi, les ciels commencent à se dégager. À l'ouest de la province, les températures sont plus élevées avec Vancouver, avec un maximum de 9 degrés, des ciels variables et quelques buts de soleil. À l'est de la province, encore des ciels variables. Kelowna avec un maximum de 6 degrés et encore on peut voir un peu du soleil. Au nord de la province, à Sandspit, on peut voir qu'il y a un peu d'action. Il y a un peu d'averse, mais un maximum de 7 degrés. À l'intérieur, Terrasse avec un maximum de 4 degrés. Prince-George avec aussi un maximum de moins 4 degrés, mais tous les deux avec du soleil. Finalement, au Yukon, à Whitehorse, un maximum de moins 4 degrés, mais même avec cette température très basse et très froide, il y a toujours du soleil qui brille très fort. Les iPads sont de plus en plus présents dans les écoles primaires, mais pas pour jouer, mais pour apprendre. Est-ce qu'ils remplacent le papier-crayon? Quel impact ont ces outils numériques sur l'éducation? Ce sont des questions auxquelles Mathilde Châtel de Jeune Info a tenté de répondre. Dans ces classes de 3e année, les élèves utilisent les iPads tous les jours. Ils peuvent travailler sur les langues, les sciences humaines ou les mathématiques à partir des iPads. Mais ils ne sont pas seulement utiles pour apprendre, ils servent surtout à motiver les élèves. Donc, quand je présente des projets, puis je sors les iPads, ça prend 2 secondes, puis les élèves embarquent dans n'importe quel projet. Des projets comme l'apprentissage des mathématiques. 60
15. C'est la spécialité de Nathalie Sinclair. Elle a créé une application mathématique pour les tout-petits. Comme avec l'ordi, il y a beaucoup de possibilités visuelles et dynamiques que l'iPad peut offrir, qui peuvent aider à la compréhension. Alors que ça soit en mathématiques, de voir quelque chose de façon visuelle, ça aide beaucoup à l'apprentissage. Les iPads deviennent omniprésents, mais pour certains professeurs, rien ne pourra remplacer la bonne vieille feuille de papier. C'est le cas de Laurent Fadani, qui a beaucoup de réserves sur l'utilisation de la technologie numérique en classe. Il dit que les jeunes de nos jours ont de plus en plus de mal à écrire. Beaucoup d'États américains sont d'ailleurs en train de supprimer l'apprentissage de l'écriture cursive de leur programme. On commence à apprendre maintenant, on trace les lettres sur l'iPad. Et puis après, on utilise tout de suite les ordinateurs, on pianote sur le clavier. Donc on n'a plus très souvent ce rapport au stylo, à la feuille. Donc il est probable que dans un avenir prochain, le papier disparaisse et les capacités d'écriture à la main aussi. Mais la technologie n'a pas dit son dernier mot. Nathalie Sinclair, elle, croit que l'iPad pourrait faciliter l'apprentissage de l'écriture. Avec le doigt, on suit la ligne pointillée. On apprend à faire nos lettres. Puis d'une certaine façon, ça permet même aux plus jeunes qui n'ont pas le contrôle encore du doigt de former leurs lettres et ensuite de passer de l'iPad au crayon. Alors qu'adviendra-t-il du papier et des crayons? Deviendront-ils des objets d'exposition dans les musées? Ici Mathilde Châtel, Radio-Canada, Vancouver. Bravo, Mathilde, pour ce reportage. Dis-moi, je suis curieuse, est-ce que tu écris, toi, encore à la main? Oui, bien sûr. J'utilise le crayon pas mal assez souvent, en fait, mais j'utilise les deux, l'ordinateur et la technologie. Dans quelle proportion environ? En fait, j'utilise un peu moitié-moitié. Avec M. Fadani, notamment, oui. qu'on a vu dans le reportage? Oui, en fait, dans son cours, on utilise plus le papier et le crayon. Les bonnes vieilles rédactions écrites à la main. Oui. Penses-tu que le crayon et le papier vont se retrouver au musée? Comme tu poses la question dans ton reportage. Oui. J'en ai aucune idée, en fait. C'est une question assez générale. On pourrait demander ça à tout le monde. Mais selon moi, j'en ai aucune idée. Espérons, non. Apparemment que tu as changé d'opinion pendant que tu faisais ton reportage. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, dans le fond, je pensais que c'était une mauvaise idée d'avoir les iPads dans les écoles. Et en fait, je croyais que ça aurait été un mauvais effet pour le futur des jeunes. À l'école primaire en particulier? Oui. Et au fur et à mesure, en faisant mon reportage et en faisant les interviews et tout ça, j'ai réalisé que en fait, ça pouvait pas être une si mauvaise chose que ça. Tes invités t'ont convaincu. Oui. Merci, Mathilde. Si vous voulez revoir les reportages qui ont été présentés ce soir, je vous invite à le faire sur la page Facebook. Les reportages sont déjà là. Vous pouvez laisser des commentaires, lire les commentaires. Vous pouvez aussi consulter les photos qui ont déjà été mises au fur et à mesure que l'expérience s'est passée. Si vous avez envie de savoir plus de détails, je vous invite à consulter le blog où est-ce que vous pouvez voir des vidéos, les coulisses. Il y a aussi des blogs qui ont été écrits par les élèves au fur et à mesure qui vivaient leur expérience à Jeune Info, ici à Radio-Canada. C'est un blog qui est aussi partagé par le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Eux aussi, ils ont un programme de Jeune Info, alors je vous invite à voir ce que les jeunes des autres provinces ont fait. Et si vous voulez nous rejoindre, nous laisser des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à tjcb@radiocanada.ca. Ici Clément Gesseret de Jeune Info. Plus tard, au téléjournal, les Français se ruent vers le Canada à la recherche de la terre promise. Leur ticket d'entrée, le permis vacances-travail. Combattre la malhonnêteté universitaire, la tricherie, ce n'est pas simple. Toutes les institutions postsecondaires au pays se sont dotées de politiques strictes. Mais comme on l'a vu hier, des données recueillies par Radio-Canada et CBC auprès de 54 universités démontrent que moins d'1% des étudiants se font prendre à tricher, alors qu'en réalité, la pratique serait beaucoup plus répandue. Denis Martin-Chabot.
Quand on triche, et surtout si on réussit à le faire une fois et on se fait pas prendre, c'est un peu le jeu du braqueur de banque qui commence, c'est l'adrénaline. Pour ne pas se faire prendre, ceux qui trichent préfèrent ne pas être identifiés à la télévision. Pendant les examens, quand on s'échangeait des textos par message, j'étais pas seul, là. J'ai échangé avec des amis. Quand j'ai payé des gens pour mettre mon nom sur le travail, c'est que ces gens-là ont accepté, ils savaient le risque qu'ils encouraient. Dans toutes les universités du pays, c'est tolérance zéro pour la malhonnêteté. Et les sanctions sont sévères, d'un échec dans son travail ou examen à la suspension de l'université jusqu'à la révocation du diplôme. La plus sévère, ça peut être des poursuites judiciaires. On ne pourra jamais éliminer la malhonnêteté, mais l'idée, c'est de la réduire au minimum. Les universités ont pris les devants, surtout lors des examens. Les étudiants se font assigner une place et leur voisin n'a pas la même version de l'examen. Les examens à choix multiples, l'université mandate qu'il y ait au moins 4 versions, au moins pour les examens finaux, qu'il y a 4 versions différentes où les choix sont mélangés. Copier devient alors difficile, pour ne pas dire inutile. Par contre, pour les devoirs, c'est une autre affaire. Pour éviter justement que des gens se fassent accuser de plagiat, jamais je vais remettre 2 travaux identiques. Les services de rédaction clandestins sont sophistiqués et défient parfois les professeurs les plus attentifs et les logiciels anti-plagiat les plus perfectionnés. Je m'arrange toujours pour que ça aille aussi avec le niveau de l'étudiant. Parce que quelqu'un va me dire, ben écoute, moi j'ai toujours 70, 75, je veux pas avoir un travail que je vais avoir 100 sur 100, les gens vont s'en rendre compte. Et les politiques contre la malhonnêteté ne sont pas toujours appliquées également. J'ai eu 80 sur 100. J'avais une question à 0 sur 20. Cet étudiant en génie a déjà copié les réponses à un devoir à partir d'un site de partage en ligne. Il n'a perdu des points que pour la question où il était clair qu'il avait triché. J'ai pas eu d'autres répercussions. J'ai eu peur en recevant mon affaire, en voyant que j'avais copié, que si j'allais être convoqué pour voir le professeur, mais rien n'est arrivé. Le rôle du professeur, à mon avis, c'est d'enseigner. C'est pas son rôle, c'est pas d'être un policier et de surveiller. Et pour cet expert, la tricherie à l'université est à l'image d'une certaine culture d'impunité dans la société. Look at Rob Ford, right? Look at Bieber. Yeah, Justin Bieber. La tricherie a ses limites. Beaucoup d'ordres professionnels imposent des examens d'admission qui, disent-ils, sont très difficiles à déjouer. Ici, Denis Martin Chabot, Radio-Canada, Montréal. Nouvelle internationale maintenant en Crimée, une région stratégique de l'Ukraine. Des affrontements mettant aux prises des manifestants pro- et anti-russes ont éclaté cet après-midi. Les échauffourées sont survenus au moment où le président de la Russie, Vladimir Poutine, plaçait ses troupes militaires en état d'alerte. Frédéric Nikolov. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné des manœuvres militaires non loin de la frontière avec l'Ukraine. 150 000 hommes sont sur un pied d'alerte. Selon le ministre russe de la Défense, ces manœuvres visent à mesurer la capacité de l'armée à réagir à des situations de crise qui menaceraient la sécurité militaire de la Russie. En Ukraine même, c'est dans la péninsule de Crimée que la situation demeurait la plus tendue. Devant le Parlement, des centaines de militants pro-russes faisaient face à d'autres manifestants, des partisans du nouveau gouvernement ukrainien. Un fragile cordon policier tentait de les séparer. La Crimée est la seule région d'Ukraine où les russophones sont majoritaires et refusent l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement pro-occidental. À Kharkov, la deuxième ville en importance du pays, située dans une région fortement russophone, des citoyens ont hissé le drapeau russe devant l'hôtel de ville, créant la polémique et des échauffourées parmi les passants. Au même moment, à Kiev, la capitale, des dizaines de femmes se dirigeaient en procession vers la place de l'Indépendance, chacune portant le portrait d'une victime des derniers affrontements. Il est mort pour éveiller notre peuple, dit-elle. Nous dormions. Lui, il voyait des choses que nous ne voyions pas. Il nous a ouvert les yeux et grâce à son sacrifice, nous pouvons maintenant choisir le pays que nous voulons. Une cérémonie religieuse s'est déroulée à l'endroit même où ces manifestants ont perdu la vie. Non loin de là, des ouvriers scient les grilles qui entourent le Parlement ukrainien. Un geste hautement symbolique, explique-t-il. Le diable est dans ces grilles, dit-il. Maintenant, le peuple aura accès directement à ses représentants. Abattre ces grilles, c'est aussi affirmer que nous voulons un gouvernement plus transparent, dit ce citoyen. Elles étaient le symbole de la division entre le peuple et ses dirigeants. Reste que les Occidentaux ne cachent plus depuis quelques jours leur crainte pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine
Chine. Il redoute que le fossé entre les régions du pays ne se soit creusé encore plus. Frédéric Nicolov, Radio-Canada, Montréal. Le nord de la Chine suffoque depuis plus d'une semaine en raison d'un épais nuage de smog qui ne semble plus vouloir quitter la région. Exaspéré, un Chinois qui a décidé de poursuivre le gouvernement pour s'assurer qu'il prenne des mesures. Une première dans le pays, comme nous l'explique notre correspondant Yvan Côté. Ils ont décidé de défier la nature et d'oublier pendant quelques minutes le nuage toxique qui les enveloppe. Mais ces jours-ci, chaque geste à l'extérieur est devenu dangereux pour la santé. Depuis plus d'une semaine, cet épais brouillard brunâtre recouvre une partie de la Chine. En fait, l'équivalent de la superficie du Québec est complètement coupé du soleil. C'est évidemment dangereux, mais qu'est-ce que je peux faire, se défend cet homme. Je me dois de bouger. En fait, la quantité de particules nocives dans l'air est en ce moment 22 fois plus élevée que la limite préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS parle dorénavant de crise publique en Chine. Une crise qui se vit aussi dans les hôpitaux. Selon des études, le smog provoque plus d'1 million de décès prématurés chaque année et réduit l'espérance de vie de 5 ans. Et c'est sans compter les répercussions économiques. Peu d'étrangers acceptent de s'installer dans un pays où le ciel a des airs d'apocalypse. Même des Chinois veulent partir, comme ce père, qui craint pour la sécurité de son enfant. Conscient du problème, le gouvernement a annoncé qu'il investirait des milliards de dollars pour régler la situation. Mais avec une nouvelle voiture toutes les 2 secondes sur les routes et plus de 1000 centrales électriques au charbon, ce nuage est ici pour rester. Ici, Yvan Côté, Radio-Canada, Pékin. Ici Fiona Juniper à Victoria pour Jeune Info. Francophone et sans-abri. Comment vit-on l'itinérance en tant que minorité dans la capitale provinciale? Voyez mon reportage plus tard au Téléjournal. Le swahili est une langue parlée dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est. Après l'arabe, c'est la deuxième langue du continent africain et c'est une langue qui est aussi de plus en plus parlée dans la région de Vancouver. Il y a plusieurs centaines de swahiliphones, en fait, qui vivent dans la grande région de Vancouver, mais c'est encore une langue méconnue pour laquelle il n'y a pas beaucoup de ressources. Dans ce contexte, c'est un vrai défi de garder sa culture, mais certaines personnes y travaillent d'arrache-pied. Le reportage de Bienvenue Osé.
reçu 2 enfants de la famille Kaboumbe. 2 enfants de retour de l'école francophone Gabriel Roy. Originaires de la République du Congo, leur famille est arrivée il y a près d'1 an, avec l'espoir de pouvoir vivre en français. En Afrique, le Canada était décrit comme un pays complètement bilingue. Le deuxième jour, nous étions là-bas. On avait allé au supermarché pour chercher quoi on va manger. C'était magnifique. Les Kaboumbe ont alors réalisé que, sans l'anglais, ils auraient du mal à s'intégrer. Avant leur arrivée au Canada, ils vivaient en Ouganda, où ils étaient réfugiés. Et là-bas, ils parlaient le Swahili, leur langue natale. Une langue commune à plus de 10 pays en Afrique de l'Est. Une langue qui est aussi maintenant de plus en plus parlée dans la région de Vancouver. Maintenant, si nous avons arrivé ici à Souris, nous avons trouvé quelques amis qui parlent le Swahili. Les Swahiliphones ont quelques lieux où ils peuvent se rencontrer dans la région. L'un des objectifs de Jean dédié à Kizimana, c'est d'unir ces immigrants qui parlent la même langue. Nos clients parlent spécialement le Swahili. Le Swahili, c'est la langue majeure qui peut nous connecter tout le monde. Mais le Swahili peut nous unir. On peut s'entendre en Swahili, on peut faire des jokes en Swahili, on peut manger ensemble en Swahili. Il reçoit environ 2 à 4 clients par jour. Il les aide à faire des traductions et à trouver des solutions à leurs problèmes administratifs. L'un des défis pour Jean dédié à Kizimana, c'est de pouvoir recevoir des ressources nécessaires pour renforcer la communauté swahili. Il a déjà demandé des subventions à Victoria. Nous avons besoin, vraiment besoin, le centre d'écriture de Swahili ici à Vancouver. En attendant, les enfants Kaboumbe ont déjà trouvé des amis qui parlent Swahili à l'école. Pour la famille Kaboumbe, c'est en conservant sa culture d'origine qu'elle pourra s'intégrer facilement dans la communauté. Ici, bienvenue Osé, Radio-Canada, Souris. Les Français aussi sont de plus en plus nombreux à immigrer en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du pays. Leur moyen d'y arriver, le permis vacances-travail, qu'on appelle le PVT. Un visa d'1 an, originalement créé pour permettre la découverte touristique et culturelle du Canada, mais qui est devenu une porte ouverte pour l'immigration. Clément Gesseret. À Vancouver, depuis 6 mois, Marianne Micouche est arrivée avec un PVT sans savoir si elle voulait ensuite s'installer au Canada. Le PVT, ça a été une possibilité de découvrir un pays qui nous intéressait déjà avant le PVT et de pouvoir découvrir, voir si on pouvait s'intégrer ou pas. Maintenant arrivée à la moitié de son séjour, elle doit prendre une décision. Mariana désirait si possible rester, mais elle n'arrive pas à trouver un emploi. Sa profession très spécialisée lui fait obstacle. Je suis biologiste, mais dans un domaine un peu particulier qui est le comportement animal et humain. Et ma spécialité, c'est la communication vocale chez les animaux. Si elle parvient à se faire embaucher, il se pourrait qu'elle s'installe à Vancouver. C'est le rêve de beaucoup de PVTistes, dont certains sont conseillés par Sophie Aubugeaud. De plus en plus maintenant, le permis vacances-travail est un outil pour pouvoir accéder au marché de l'emploi pendant 1 an au Canada et pouvoir par la suite rester soit avec un 2e permis de travail, soit pour demander directement la résidence permanente. Le Canada, c'est vraiment l'Eldorado des PVT. Du Sud, l'Amérique centrale. Patrice André est un collectionneur de permis vacances-travail. Il l'utilise depuis plusieurs années parce qu'il lui permet de découvrir plusieurs pays et de travailler en même temps. J'avais vraiment ce rêve de vivre à l'étranger et mes 2 expériences en PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande n'ont fait que confirmer. Le PVT canadien de Patrice a pris fin il y a 2 semaines, mais il a réussi à réaliser son rêve. Il est resté à Vancouver grâce au contrat proposé par son employeur. À terme, je pense que je vais m'installer en Colombie-Britannique et donc ma prochaine étape, c'est faire le nécessaire pour pouvoir demander la résidence permanente. La résidence permanente, c'est maintenant l'objectif de la majorité des PVTistes. Cependant, c'est un rêve qui devient de plus en plus difficile à atteindre. L'an dernier, ils étaient près de 30 000 à postuler. Mais seulement quelques milliers,
6750 exactement, ont décroché le laissez-passer tant convoité. Ici Clément Gesseret, Radio-Canada, Vancouver. Si vous voulez en savoir plus sur les PVTistes, il y a plusieurs ressources disponibles, dont la page pvtiste.net. Vous y trouverez des conseils comme sur comment décrocher un permis vacances-travail. Il y a aussi france.gc.ca, le site de l'ambassade canadienne en France. Et là, vous pourrez trouver l'adresse de comment s'inscrire pour un programme vacances-travail. Et puis finalement, il y a la page Facebook du Guide du Croutard, le nouveau réseau social des Français à Vancouver. Il y a plus de 3000 inscrits déjà, et dont plusieurs PVTistes, et on y trouve des petites annonces et des invitations pour des soirées et plusieurs autres choses. En parlant de page Facebook, n'oubliez pas d'aller visiter la nôtre, Jeune Info 2014, et cliquez Jeune. Le Canada, terre d'accueil. Pour les adultes, le parcours vers l'intégration est clair, trouver un emploi. Mais les jeunes, comment s'intègrent-ils? En région, dans la vallée de Comox sur l'île de Vancouver, ont-ils assez de ressources pour le faire? Voici le reportage de Kenza Beladi. Bienvenue dans la vallée de Comox. Plus de 63 000 résidents et quelques centaines d'immigrants. Charuka Maheswan et sa famille font partie de ces nouveaux arrivants. Elle est sri-lankaise, élevée en Grande-Bretagne et a passé les dernières années en Allemagne, d'où son mari est originaire. Tout un mélange pour ses enfants, Amil, 4 ans, et Aralia, 2 ans. Je veux que mes enfants soient appelés des Canadiens parce qu'ils vivent ici, dit-elle, et non pas des Allemands parce qu'ils ne sont pas nés ici. Charuka est tombée amoureuse du Canada. En arrivant dans la petite communauté de Courtenay, elle a cherché à faciliter l'intégration de ses enfants. Elle a participé à Strong Start, un programme provincial qui prépare enfants et parents à l'école. Carlene Steves en a créé une version unique, adaptée aux familles immigrantes. Ce que nous voulons faire dans ce programme, dit-elle, c'est aider les familles à apprendre les bases de l'anglais pour pouvoir ensuite socialiser et fonctionner dans la communauté. On reçoit des familles de partout dans le monde, explique-t-elle, de l'Équateur, de la Thaïlande ou de l'Allemagne. Une aide très importante selon Jinlin, qui accueille les immigrants dans la vallée de Comox depuis près de 20 ans. En général, explique-t-elle, les immigrants ne sortent pas, ils ne socialisent pas avec les autres, ils ne se sentent pas à l'aise. Alors que moi, je trouve que c'est important. Charuka Maheswan a très vite compris que c'était la meilleure manière d'intégrer ses enfants. Partout où nous avons habité, nous nous sommes impliqués dans les communautés, raconte Charuka. Tant que nos enfants ont des petits amis, la transition est plus facile. Ici, Kenza Beladi, Radio-Canada, Courtenay. Donc, un beau bloc où on a étudié toutes les facettes de l'immigration avec Bienvenue, Clément et puis Kenza. Bravo pour vos reportages. Milia, une question pour vous. Alors, comment est-ce que vos expériences ont influencé vos choix de reportage? Eh bien, en tant qu'immigrante moi-même, j'ai voulu vraiment faire un reportage sur ce sujet. Au début, je me suis dit que j'allais faire un reportage qui est plus spécialisé pour les enfants en âge scolaire, car au fait, quand on parle de l'immigration, on parle plutôt des adultes et de leurs difficultés, mais nous ne pensons pas vraiment à la difficulté des enfants, la difficulté vraiment, le changement d'environnement, il est énorme. Donc, et toi, Clément, pourquoi ce sujet? Moi, je voulais faire un sujet par rapport à l'immigration et au mouvement humain. Et puis, j'ai été français. Et puis, donc, je me suis intéressé aux méthodes de comment est-ce que les gens venaient. Et puis, j'ai regardé spécialement les Français. Et puis, j'ai découvert ça. Et puis, ça m'a intéressé. Et puis, moi, j'ai appris plein de choses, je ne sais pas vous, là, mais sur les gens à Vancouver qui parlent swahili. Oui, pour moi, la raison pour laquelle j'ai choisi le swahili, c'est personnellement, je parle le swahili. Alors, je suis venu au Canada, je parlais le français et le swahili, mais l'anglais, c'était pas bon. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'ils valorisent cette langue. Vous êtes tous les trois arrivés au Canada dans votre enfance. À long terme, dans votre vie adulte, avez-vous l'intention de rester ici?
Et pour moi, j'aimerais rester ici, oui, parce que l'éducation, premièrement, c'est bon ici. Et présentement, je vais à l'école francophone, alors c'est un pays qui est complètement bilingue. Moi, c'est pas complètement bilingue, mais c'est en anglais, alors je vais à l'école francophone, alors c'est mieux pour moi de continuer à garder le langue, là. Crois-tu qu'un jour, il y aura une école en Swahili? Ça serait mieux, oui. Et toi, Clément? J'aime beaucoup le Canada, mais je souhaite retourner en Europe pour mes études, notamment. L'Europe, pas nécessairement la France. Non, en général l'Europe, le vieux continent. Et toi, Kenza? Eh bien, moi, je veux rester au Canada. Je trouve que c'est un pays qui me donne beaucoup plus d'opportunités que ce que j'aurais eu dans mon autre pays. L'éducation est très différente, mais j'aime vraiment ce milieu et c'est vraiment ici que je veux rester. Je voudrais savoir, si vous aviez une baguette magique et que vous pourriez créer de nouvelles ressources, bon, disons pour les Maghrébins dans l'île de Vancouver, pour mieux intégrer justement les jeunes immigrants, qu'est-ce que tu ferais, Kenza? Eh bien, beaucoup de publicité. Déjà parce qu'en exemple, dans la vallée de Comox, nous n'entendons pas vraiment parler des nouveaux immigrants. D'ailleurs, moi, avant d'avoir fait les recherches pour mon reportage, je ne savais même pas qu'il y avait des programmes et des associations. Donc, déjà, la publicité pour faire valoir... Oui, et puis en plus, on peut mettre en lien un très beau reportage réalisé par Kenza Beladi. Et toi, Clément? Moi, je pense que plus de place pour le PVT. Il y en a 6750, mais apparemment, c'est pas assez, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui le veulent. J'ai entendu des rumeurs de 40 000 pour cette année. On Donc, devrait des tous chiffres les énormes. accueillir, selon toi. Pas tous, mais plus. Pour moi, si j'avais une baguette magique, oui, j'aimerais avoir des centres communautaires de Swahili pour que les nouveaux Swahiliphones qui arrivent au Canada ne puissent pas avoir les mêmes difficultés que nous, on a pu avoir quand on est arrivé ici au Canada. Des centres communautaires, des gens où... Là où tu peux te rencontrer, disons, une fois par semaine, avoir des danses. Là où tu peux avoir une genre de rencontres communautaires des Swahiliphones. Et garder sa culture en vie. C'est ça. Merci beaucoup, vous trois. À Victoria, les sans-abri francophones forment une communauté soudée. Sur près de 2000 sans-abri, il serait juste une vingtaine à parler français. Un tout petit groupe qui s'entraide et se serre les coudes autour d'une langue commune. C'est le reportage de Fiona Juniper qui a réalisé pour Jeune Info. Voici Michel Curado, un sans-abri francophone qui vit au bord de la mer à Victoria. Michel a 62 ans. Il a quitté le Québec pour la côte ouest il y a près de 20 ans en quête d'un nouveau départ. C'est le site que je demeure. J'appelle ça ma maison d'1 million de $. La vue est splendide. C'est froid des fois, il est venteux. Mais ça, on est habitué. Si c'est moins trop, on va coucher en avant. S'il vente trop, on va se coucher en avant. Puis des fois, on va en bas regarder la mer. Michel dit qu'il n'est pas comme les autres sans-abri. Pas de dépendance aux drogues dures ni à l'alcool. Il ne touche plus l'aide sociale et travaille quand il le peut à Vancouver ou dans l'Okanagan. Tous les étés, je vais dans la vallée. Je m'en vais cueillir des fruits, j'aime bien ça. Ça fait longtemps que je fais ça, là. Michel fait partie d'un petit groupe d'une vingtaine de sans-abri francophones à Victoria. Cela lui permet de pratiquer sa langue maternelle et de se sentir moins en marge de la société. Tous les jours, ils se rassemblent ici pour le petit déjeuner, le repas du midi et le dîner. Je pas de tourner au Québec, j'aime bien ça ici. Ah ouais. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des Québécois alentour. Parce qu'il n'y a pas de Québécois, mais je parle ma langue, moi là. Son réseau francophone lui donne aussi une certaine sécurité, car la vie des itinérants n'est pas sans danger. Au Concours, un gars s'est fait poignarder il y a un mois. Il dormait tout seul. Que là, on a décidé de dormir à deux. Donc, c'est mieux. C'est dans les situations difficiles que le recours à la langue maternelle devient plus rassurant. Un problème que Benoît Alice connaît bien.
il est l'un des rares travailleurs sociaux francophones de Victoria. Quand les gens ils sont en état de crise, qu'ils soient fâchés, qu'ils soient un petit peu tristes, c'est beaucoup mieux pour eux de pouvoir parler leur langage maternel. Ils vont se sentir plus confortables, ils vont se sentir plus écoutés. Dans une ville à majorité anglophone comme Victoria, les sans-abri francophones peuvent aussi avoir des problèmes de communication avec la police. C'est ce qu'observe Brianna Cook-Coates dans les refuges où elle travaille. You know, that could be, like, especially with the police, if you have someone who's francophone and is experiencing a mental illness, that communication is going to be just like even less, and then they might be violent, and then the police are going to react. Faire partie d'une minorité linguistique et être sans-abri n'est pas facile. Cependant, Michel a su s'adapter à sa vie à Victoria. C'est ma maison aussi. Ah, j'ai choisi un bon spot. Ici Fiona Juniper, Radio-Canada, Victoria. Je te félicite, Fiona. C'est Merci. vraiment un reportage très touchant. Un invité d'exception, je dirais. Comment as-tu rencontré Michel? Ben, j'ai fait du bénévolat à Our Place, qui est l'organisation des sans-abri. Donc, je me suis fait des contacts comme ça. Et quand je suis allée faire du bénévolat, je me suis aperçue qu'il y avait des francophones qui allaient à Our Place. Donc, j'ai demandé si je pouvais en rencontrer un. Et bien sûr, j'ai trouvé Michel. Donc. Et il a accepté de t'inviter dans sa maison avec sa vue à $1 million. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as appris en le rencontrant puis en faisant ce reportage? J'ai vraiment appris par rapport à sa vie. Ce que je voulais vraiment, c'était d'apprendre par rapport à la vie des sans-abri, parce qu'on porte vraiment des jugements tout de suite quand on pense aux sans-abri. Donc, j'ai pu vraiment le connaître et apprendre par rapport à sa vie. Et c'était vraiment fascinant. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Et pour l'expérience journalistique, qu'est-ce que tu en retiens? Beaucoup, j'ai vraiment beaucoup appris. J'étais mis dans un endroit très professionnel tout de suite. J'ai appris comment tout fonctionne et comment ça prend beaucoup de travail de tout faire. Donc, c'est ça. Et j'ai entendu dire, même le monteur qui a monté le reportage avec toi, que tu avais beaucoup de matériel. Oui. Vous auriez pu même faire 6, 7, 8 minutes. Oui, c'est ça. facilement. Ouais. Il y avait beaucoup à choisir. Il faut faire des choix, prioriser l'information. Ben, tu l'as très bien fait. Merci. Bravo, merci. Merci. Plus tard dans l'émission, on vous présente un jeune athlète qui veut faire carrière au rugby.
Vous avez vu, on recrute très jeune à Jeune Info. On commence déjà à les habituer au métier à 2-3 ans. Aux arts ce soir, Yolène est en compagnie de Joël Bombeau qui a pu côtoyer de très près le monde du cinéma. Oui, il faut dire, Julie, qu'il y a un événement fort intéressant qui s'appelle Crazy Eights. Crazy Eights, c'est un concours de courts-métrages pour de jeunes réalisateurs qui en est maintenant à sa 15e année. Alors, il s'agit de tourner un film de 8 minutes en seulement 8 jours. Et il y a eu tout un processus de sélection. On est parti de 154 projets. Après, on en a retenu une quarantaine, puis 12 et finalement 6. Et tous les 6 sont les grands gagnants. Et parmi ces jeunes réalisateurs, il y a une francophone. Et Joël l'a rencontrée. Joël, qui est-elle? En fait, il s'agit de Maëva Thibault. C'est une jeune réalisatrice d'origine québécoise. Elle a 21 ans. Et d'ailleurs, c'est la plus jeune parmi les 6 gagnants. Et alors, c'était son premier film? Oui, c'était son premier film en tant que réalisatrice. Et quel est-il, ce film-là? Comment s'appelle-t-il? Le film s'appelle Body Language. Body Language, donc on pourrait dire le langage du corps. Oui, vous pouvez le dire comme ça en français. En français, oui. Et quel est-il? Est-ce qu'il y a un thème particulier dans ce film? Oui, le thème abordé, c'est la solitude. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un embaumeur. Et c'était la première question que je l'avais posée quand je l'ai rencontré et qui voici. C'est l'histoire d'un thanatologue qui espère connecter avec les gens, puis qui rencontre une patiente avec qui il connecte. Puis au fur et à mesure qu'il découvre son corps, puis les marques qui sont sur son corps, comme ses cicatrices, etc., il découvre de plus en plus sur sa vie. Puis ça lui donne le courage de sortir un peu de sa coquille, puis d'avoir l'espoir de connecter avec les gens. À partir de cela, vous avez dit qu'il y avait une connexion, mais comment est-ce qu'un vivant peut avoir une connexion avec un mort? Oui, c'est surtout une connexion avec, dans le fond, les marques sur son corps, les cicatrices. Puis elle, c'est une gymnaste, donc sur ses pieds, ses mains, elle a des marques. Puis il voit tout ça, puis il s'imagine un peu des scénarios de comment que sa vie aurait pu être. C'est mon premier gros projet, puis ensuite, j'ai entendu parler que beaucoup de gens étaient capables, après Crazy Eights, de refaire un court-métrage ou même un premier long-métrage. Donc, c'est vraiment ça que j'espère qu'il va arriver. Eh bien oui, on lui souhaite vraiment que ça lui arrive, mais elle n'a pas fini ses études. Elle est encore aux études, la jeune Maëva Thibault. Ouais, présentement, elle est ici à Vancouver, à UBC, et elle continue ses études en art visuel et film. Alors, ces films-là, on va pouvoir les voir, Joël, où et quand? Bien sûr que oui, on va pouvoir le voir. Il y a un grand gala, c'est samedi 1er mars, qui va se tenir au centre. Oui, sur The Center, oui. Et c'est à 19h que ça commence. Alors, on pourra voir donc les 6 grands gagnants. Oui, exactement. Voilà. Ça lui va comme un gant, être journaliste culturel. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Oh, merci. C'est ta première expérience? Oui, c'est ma première expérience. Comment tu as trouvé ça? En fait, ma première expérience, c'est juste une belle opportunité, je pourrais dire, de travailler avec de vrais journalistes, de venir toute une journée entière en observation, de voir comment est-ce qu'ils commencent une CG, comment est-ce qu'ils partent à des interviews, comment est-ce qu'ils suivent au montage, et juste pour réaliser quoi? 1 minute, 1 minute et demie. Donc, c'est incroyable le travail. C'est essoufflant. Ouais. Et est-ce que tu t'imaginerais faire ça plus tard? Pourquoi pas essayer? Ça t'a donné la piqûre, ouais. Ça t'a donné envie. L'avenir nous réserve des surprises. On ne sait jamais. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Joël. Pour les prochains jours, la météo est quand même intéressante au niveau des températures, mais ça devrait changer sur le long terme cependant. Il y a un système qui s'amène, c'est ce qui nous amène l'air doux pour les prochains jours. Quelques averses probables durant la journée de demain. Par la suite, ça se dégage. Il n'y a que des nuages qui sont perceptibles sur le sud-ouest. Les températures, je vous en parlais, seront légèrement plus élevées demain. On dépasse même les normales de saison. Surtout le sud-ouest, on voit l'air doux et les couleurs douces qui commencent à apparaître pour la première fois depuis quelques temps. On était sous la normale depuis plus d'une semaine pour tout le sud-ouest. Et maintenant, pour chacune de vos villes, pour Vancouver, on a des températures élevées
élevé, mais ça commence à changer à partir de samedi. On est de retour sous la normale avec un autre changement de masse d'air. Des nuages, pas vraiment de précipitations cependant. On regarde du soleil pour les prochains jours. Il y a quand même de belles journées d'hiver pour le sud du moins pour les prochains jours. C'est le même scénario qu'on trouve aussi pour Victoria. Les températures vont commencer à changer à partir de la fin de la semaine pour redevenir encore une fois nettement sous les normales de saison. On ne prévoit pas de neige pour tout de suite, mais il y a quand même des nuages à l'horizon et des températures plus basses. Et ce phénomène, on va le retrouver sur l'ensemble du territoire. Pour les régions de l'Est aussi, on a un ciel premièrement intéressant pour les prochains jours, mais par la suite, ça commence à changer. Les températures sont sous zéro et sous la normale de saison avec le retour des nuages pour le week-end. Prince-Georges, c'est du soleil, des températures intéressantes pour les prochains jours. Et par la suite, là aussi, ça continue à descendre. Cependant, c'est un ciel dégagé. Et pour Whitehorse, Léa va venir nous aider. Léa, qu'est-ce qu'on va avoir pour Whitehorse? Ben, on va avoir beaucoup du soleil, ça a l'air très beau, ça sent déjà comme le printemps, même s'il y a des températures très basses. Donc, je vous rappelle que vous regardez une émission spéciale du Téléjournal avec des jeunes des écoles secondaires. C'est le projet Jeunes Info. Ils ont touché à tous les aspects du métier de journaliste. Et au sport, Richard, tu étais très bien accompagné de sinon. Je perds mon travail, moi, si je ne fais pas attention. Parce que vous savez, au sport, on passe beaucoup de temps dans les coulisses à aller voir les joueurs s'entraîner, leur parler avant les matchs, en préparation. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir les Canucks s'entraîner. Et puis, sinon, bien sûr, était là. Il a assisté à l'entraînement et on en a profité pour faire une petite photo pour qu'il y ait une preuve pour la postérité. Le voilà, très près des joueurs. Il s'est retrouvé également à faire les entrevues dans les vestiaires ou assister aux entrevues dans les vestiaires. Alors, une très belle expérience qui n'était pas prévu dans sa journée d'observation. Donc, ça a été un peu un bonus. Alors, sinon, comment as-tu vécu cette expérience d'être aussi près des Canucks? C'était vraiment une expérience très unique parce que je me trouve si proche des joueurs dans le vestiaire. Bon, tu aimes le hockey, mais tu as décidé, plutôt que de nous parler de hockey, de nous parler de rugby. Pourquoi? Moi, je suis australien, puis mon père a joué le rugby quand il était plus jeune. Puis on écoute des fois à la télé et je joue aussi pour mon équipe d'école. Alors, tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré un athlète, un jeune athlète pour faire une entrevue, pour non pas juste faire du sport, mais aussi passer du côté du journalisme. Qui as-tu rencontré? C'est un jeune qui s'appelle Cali Martinez. Il est un joueur en 12e année à l'école Earl Marriott en White Rock. Puis, le rugby, c'est une grande partie de sa vie et il a un défi entre comment équilibrer sa vie de sport et sa vie d'école. Puis, j'avais demandé comment ou pourquoi est-ce qu'il aime le rugby. Et on l'écoute? C'est un sport vraiment phénoménal. C'est beaucoup de contacts, c'est beaucoup de fun. Chaque jour, je suis sur je suis vraiment précise. Donc, le moment que je viens de mon lit, c'est je commence à travailler, j'allais au gymnase et puis chaque minute, ça compte. Donc, j'allais à l'école, vraiment juste après l'école, je viens au rugby. Notre équipe, vraiment, comme vous pouvez voir, on entraîne beaucoup chaque jour jusqu'à lundi à jeudi. On a beaucoup de focus d'être le mieux qu'on peut. Donc, Cali fait partie d'un programme qui s'appelle BC Youth Set. C'est un programme qui regroupe les meilleurs joueurs de set en la Colombie-Britannique d'11 à 18 ans. Et l'objectif de ce programme, c'est de former des joueurs en les athlètes qui vont bien représenter le Canada dans les compétitions internationales. Puis Cali a fait ce programme depuis 2 ans et il est juste revenu de Las Vegas. Puis j'ai demandé comment est-ce que ça sentit de jouer dans une compétition comme ça? C'est vraiment proche de mon corps, car c'est une grande partie de mon vie. J'ai déjà joué pour le U17 2 années passées, donc c'était une chance que c'était vraiment incroyable. Donc je veux répéter peut-être un jour pour l'équipe senior. Mon jeu, c'est élevé
beaucoup car les entraîneurs est vraiment bon, de bonne qualité. Je suis vraiment fier de représenter mon province à Las Vegas. Oui. Et puis, bien sûr, on a tous remarqué que Sinon portait la cravate. L'habit ne fait pas le moine, mais quand on est journaliste, c'est très important. Ce n'est quand même pas un détail. Bravo, Sinon. Pour au moins appris ça. Sinon, tu consommes beaucoup de sport, tu le disais, notamment avec ton père. C'est comment de se retrouver derrière la caméra, dans les coulisses, dans le milieu sportif? Ah, c'était vraiment incroyable, et spécialement que je suis allé voir les Canucks, d'être juste si proche à les gens comme Roberto Luongo et tous. Comment ils réagissaient? Est-ce qu'ils étaient gentils avec toi? Oui, c'était très gentil. Et puis j'ai pensé que j'étais dans un rêve. Je dois me pincer juste pour être certain que j'étais là. Tu es bien là avec nous ce soir. Bravo pour ce beau travail. Est-ce qu'on va te compter comme journaliste sportif un de ces jours? Oui, peut-être un jour. Merci beaucoup et bonne chance. Bravo. Merci. Et puis avant de conclure cette émission, j'aimerais que vous regardiez ces petits moments cocasses. Probably he wouldn't be the person he is. He wouldn't. Est-ce que je peux garder mes mains comme ça? OK. Comme... Non, mais c'est cool, comme j'ai l'impression de voler. Bonjour, je m'appelle Mathilde Châtel de Jeune Info. Regardez mon reportage la semaine prochaine au Téléjournal. Oh, man. So, one second, let me catch my train of thought. La semaine prochaine au Téléjournal, les Français se ruent vers le Canada à la recherche de la terre promise. Leur ticket d'entrée, le permis. Qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner? Pour le déjeuner, je mange salade. Salade? Oui. Un visage très expressif. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu tournes sur le côté. Ah, tu vas mettre ça dans les bloopers en plus. Pour tenter d'apaiser la grogne de l'opposition. Yeah. Après, tu vas pousser, le finot est sur le tableau. Ah, OK. Oups. Quel est l'impact de leur utilisation? On se revoit la semaine prochaine au Téléjournal. Il y a encore des hésitations. Comment vit-on l'itinérance en tant que minorité dans la capitale provinciale? Regardez mon Téléjournal la semaine prochaine. Prendra tous les mêmes moyens, même illégaux, pour assurer sa réélection l'an prochain. C'est le directeur du renseignement qui a fait cette déclaration à une commission sénatoriale. Tu nous as tous un peu inspirés, Milly. On s'est pas tenu comme ça, mais j'ai vu Fiona se tenir comme ça. Alors, on t'a pas posé la question à toi. C'était comment d'être co-animatrice et de se préparer en vue de cette émission spéciale? C'était super bien. Juste voir tout le travail qui rentre à produire une émission, c'était incroyable. Comment on n'a pas commencé à se préparer à 6h moins 20? Non, ça aurait été vraiment chaotique si c'était le cas. C'était vraiment, vraiment cool. Et comme maintenant, j'ai une nouvelle appréciation pour tout ce que vous faites, c'est vraiment spécial. Merci. Léa, tu es la seule qui a fait la météo devant ce grand écran vert. Je sais que tu fais beaucoup de théâtre. Est-ce que tu as utilisé tes aptitudes en théâtre pour être présentatrice météo ce soir? Oh, bien sûr, parce que dans le théâtre et aussi avec la météo, on doit faire beaucoup de préparation, beaucoup de mémorisation et présenter devant une audience. Et pendant tout ça, je suis très nerveuse, mais c'est une nervosité très positive et je suis très fière de mon travail et tout le monde. Oui, bravo. Je souligne aussi que tu es la seule de l'école Vantech, une école d'immersion. Puis tu es la plus jeune ici ce soir, si je ne me trompe pas. Elle parlait de stress. Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est un métier stressant et est-ce que c'est bon, le stress? Bienvenue. Je crois que c'est une bonne stress, comme elle a dit. C'est comme tu travailles fort pour un bout de temps, mais après, tu vois comme
tu vois ton résultat à la faire, tu es comme waouh, c'est une bonne stress. Il faut un peu d'adrénaline pour performer aussi, hein? Un peu comme les sportifs, peut-être, sinon? Oui, peut-être. Ouais. Oui, dans le vestiaire. Moi, je pense au fait que le stress te pousse à vraiment accomplir de meilleures choses parce qu'au fait, c'est ce qui m'a... Bien sûr, on a eu l'aide de Benoît et tout, mais c'est... Benoît Ferradini qui vous a encadré pendant tout le projet. Voilà. Mais moi, étant une personne très stressée, ça m'a vraiment poussée à être meilleure, quoi. Il y a Mathilde qui avait une petite anecdote à nous raconter. Alors, en fait, je revenais de ma dernière interview avec, avec Mme Lise. Oui. Et je retournais à ma bus parce que c'était dans mon école. Et j'avais oublié le micro dans ma poche et il était encore attaché après mon veston. Alors, je suis partie à ma bus et là, après ça, j'ai réalisé que j'avais encore le micro. Alors, j'ai dû retourner. Ça nous arrive, rassure-toi. Qui d'entre vous allait être journaliste dans l'avenir? C'est le temps de le dire. Je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Merci à notre public. Merci à toute l'équipe du Téléjournal d'avoir été avec nous. Au revoir, à bientôt. J'ai une question. Est-ce que les 6 personnes... Pour la famille Kaboumbe, c'est inconcevable. Ça fait 50. C'est ma 6e année. Oui. Du neige, touch my phone. And I feel francophone et sans-abri. Comment vit-on l'itinérance? Le Jeune Info. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'iPads dans les salles de classe. Le téléjournal ce soir. Ouais, c'est peu contemporain. C'est là qu'on va commencer à faire. Le tournage, c'est aller avec ce que vous dites. Suivre ce que vous dites. C'est raconter une histoire qui va te permettre de dépasser. Il ne faut pas paniquer, il faut vraiment... Non, particulièrement, pas forcément. Je